La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, la Société Alzheimer du Canada présente les résultats de son étude. Moi, je pense que le défi numéro 1, là, au Québec, parce qu'on sait au Québec, on est fort en prévention, puis moi, je pense que ça peut faire une différence. Lorsqu'on parle de facteurs de protection ou de diminuer les chances ou de retarder une apparition de perte cognitive, c'est les facteurs de prévention. Éolien, crevettes et carte électorale avec le député de Gaspé. Donc, je pense, moi, qu'au niveau autant de la capture que de la transformation, que de la mise en marché, on va traverser dans les prochaines années des périodes difficiles au sens où la chose est appelée à changer et on voit déjà qu'on est dans cette nouvelle dynamique-là. La mobilisation se poursuit. Parce que certaines décisions n'ont pas été prises, on n'a pas aidé à ce que certaines espèces puissent au moins se donner une chance de continuer à être présentes dans les eaux du Saint-Laurent. Gestion des matières résiduelles, mise en place d'une tarification incitative. Là, ce qu'on veut faire avec la tarification incitative, c'est d'avoir une tarification qui est modulable selon l'utilisation que vous faites de votre bac à déchets. Un pèlerinage entre mer et montagne pour tous. C'est ouvert à tout le monde, puis on aimerait bien avoir des jeunes, parce qu'on a une moyenne d'âge à peu près dans la soixantaine, disons. La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. Face à l'augmentation des troubles neurocognitifs au Canada, avec Bernard Babin, nous explorons dans cette entrevue l'impact de ces troubles sur diverses communautés. Quelles sont les différences clés et comment peut-on développer des solutions inclusives? Un enjeu crucial de santé publique à dévoiler. Activités stimulantes pour le cerveau et prévention de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif? Un trouble neurocognitif désigne un ensemble de manifestations provoquées par une maladie du cerveau généralement irréversible. Un trouble neurocognitif peut entraîner des changements de comportement, de personnalité ou encore d'humeur, ainsi qu'une diminution des capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines, par exemple la mémoire, l'attention ou le langage. En outre, la maladie d'Alzheimer est le trouble neurocognitif le plus courant. Le fait de continuer à apprendre et à effectuer des activités qui offrent un défi au cerveau peut réduire le risque d'apparition d'un trouble neurocognitif. Les habitudes de vie peuvent favoriser une bonne santé cognitive et contribuer à prévenir les troubles neurocognitifs puisqu'elles offrent une multitude d'occasions de mettre le cerveau au défi. Parlons-en. Exemple d'activité stimulante pour le cerveau. Saisissez les occasions d'apprendre de nouvelles choses pour construire une meilleure réserve cognitive. Par la pratique d'un nouveau sport, l'apprentissage d'un nouvel instrument de musique, de la danse, d'une nouvelle langue, d'une nouvelle recette de cuisine, de la mémorisation des dates de naissance ou des numéros de téléphone, de la réalisation de bricolage ou en réparant des appareils. Brisez votre routine pour faire travailler vos capacités de planification et d'adaptation. En prenant un trajet inhabituel en marchant ou en utilisant un nouveau mode de transport comme l'autobus pour aller faire l'épicerie ou en changeant l'ordre de ses activités. Adonnez-vous à des activités culturelles qui apaisent les symptômes de dépression, facilitent la communication et les interactions sociales, comme assister à un concert, aller au cinéma, fréquenter régulièrement une bibliothèque ou visiter une exposition. Intégrez à votre routine des jeux qui stimulent de nouvelles connexions dans votre cerveau, comme les échecs, le sudoku, les jeux de table, les jeux vidéo, les jeux croisés, les jeux de mots ou encore les casse-têtes. Les jeux numériques favorisent la santé cognitive lorsque pratiqués sur une durée d'environ 45 minutes par jour.
Les jeux qui demandent de la concentration et exigent de faire preuve de jugement, ou qui requièrent de prendre des décisions, entraînent des changements bénéfiques dans le cerveau. Ils facilitent l'apprentissage en offrant des défis progressivement plus difficiles en fonction de vos succès gradués. Alors, on met notre cerveau au défi pour une meilleure santé cognitive? Ma première question est vraiment sur l'impact global. Je sais que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est suite à cette étude qui se nomme les multiples facettes des troubles neurocognitifs au Canada, mais on va essayer de focuser quand même un peu plus au niveau régional, si on le peut, le plus possible, pour les gens qui nous écoutent, même si on a écouté un peu partout sur la péninsule. Quelle est l'ampleur en fait des troubles neurocognitifs? Je sais que l'étude est faite au Canada, mais si on parlait peut-être déjà au niveau régional, local, selon le rapport, et comment est-ce que ça nous affecte, nous, quotidien? Ben, c'est que ça va nous affecter de plus en plus. C'est ça qui est malheureux de voir hein, avec le vieillissement de la population. Tu sais, dans un premier temps, le vieillissement de la population, il est mondial. Puis au Québec, ben, déjà, la région de la Gaspésie, les îles, par taux d'habitation est la plus âgée au Québec. Donc, on s'aperçoit qu'au cours des prochaines années, avec le vieillissement de la population, les gens vont vivre de plus en plus vieux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation significative de gens qui vont développer la maladie d'Alzheimer d'ici 2050. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que, est-ce que la région ou les institutions sont capables de supporter ces chiffres à venir? Ben, ça, c'est une très bonne question. Puis, c'est sûr que au niveau du rôle de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, ben, on va faire des représentations politiques auprès des élus. On va rencontrer, puis ça, c'est déjà commencé depuis à peu près un an avec les dirigeants du CIS de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour voir les budgets qui vont être disponibles, les programmes qui vont être disponibles au cours des prochaines années pour qu'on puisse là, répondre aux besoins justement de la population de gens qui en ont besoin. Actuellement, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du territoire de la Gaspésie-les-Îles, 2400 personnes vivraient actuellement avec des pertes cognitives et qu'on s'attend d'ici 25 ans qu'il va y avoir une augmentation de 145 au niveau des cas de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça veut dire qu'on passerait de 2400 à plus de 5800 personnes qui vivraient avec des pertes cognitives dans la région. Donc, c'est sûr que ça veut dire que ça va prendre davantage de services, davantage de soutien pour les proches aidants et les gens qui vivent avec des pertes cognitives. Je voyais aussi que dans ce rapport, il y a aussi une emphase qui était mise sur la diversité, l'inclusion, mais aussi les communautés autochtones. Est-ce que les communautés autochtones au Canada ou dans notre région, ils ont des défis spécifiques? Ben, en tout cas, ça, c'est une autre de mes grandes surprises, là. Puis on sait que dans notre région, on a 3 communautés autochtones. C'est encore plus, les taux de gens qui vont développer la maladie d'Alzheimer ça sera encore plus élevé que la population en général de la Gaspésie-des-Îles. Comme je le disais tout à l'heure, on parle que 145 d'augmentation au niveau de la Gaspésie-des-Îles, mais de plus de 271 dans les communautés autochtones qui vont développer la maladie d'Alzheimer d'ici 25 ans. Donc, encore là, c'est très préoccupant et on sait qu'il y a des enjeux spécifiques pour les communautés autochtones que des fois, et pour diverses raisons, les services, hein, c'est pas la même fréquence. Les communautés autochtones ont peut-être d'autres services, mais il va y avoir des enjeux très importants avec les communautés autochtones. Et d'ailleurs, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, on a été très contents dans les dernières semaines. On a eu à faire une représentation pour expliquer nos services avec la communauté autochtone à Listigwitch pour justement parler de la maladie d'Alzheimer, des symptômes. Et on est très content qu'ils nous ouvrent la porte pour qu'on offre éventuellement des services auprès de la communauté autochtone.
Donc, on va regarder les possibilités de développer des services avec la communauté. Ah, donc c'est intéressant parce qu'il y avait aussi ce côté-là de la différence. Là, tu parlais que dans les communautés, c'était un chiffre surprenant. On pouvait voir plus de troubles de neurocognitifs à ce niveau-là, mais que chez les femmes, en général aussi, ce chiffre était disproportionnellement touché par les troubles neurocognitifs. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que tu peux élaborer sur ces différences et sur l'importance de la prise en compte du genre aussi, même dans les soins? Ouais. Il y a quelques années, on parlait que 75% des gens qui vivaient avec la maladie d'Alzheimer étaient des femmes. Maintenant, on parle du 2 tiers. Donc, ça a diminué un peu là, par rapport au pourcentage. Par contre, on voit là, que c'est très grande majorité des gens sont encore des femmes. C'est sûr, dans un premier temps, les femmes vivent encore vivent plus longtemps que les hommes. Là. Ça, c'est un premier facteur, mais c'est encore malheureusement inexpliqué avec la recherche pourquoi qu'il y a autant de femmes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer comparé aux hommes. Là. Donc, je pense que ça fait encore partie de la recherche d'en arriver à le pourquoi, là, mais on le sait que les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes. Il y avait un terme justement que je lisais dans le rapport qui est début précoce des troubles neurocognitifs. C'est quoi les défis uniques des troubles neurocognitifs à début précoce et comment est-ce qu'on peut les identifier? Ben, chaque fois qu'il y a une personne qui a un diagnostic ou même qui n'a pas encore le diagnostic, qui se pose des questions sur sa mémoire, le plus tôt possible qu'elle va aller voir des professionnels, le plus tôt possible que la personne va être prise en charge dans une société Alzheimer, on peut aider plus rapidement cette personne-là à recevoir des services. Ça peut être des activités de stimulation. On peut être aussi dans les facteurs de prévention. Donc, une personne qui va faire plus de sport, qui va faire plus de social, même si elle aurait un diagnostic, cette personne-là pourrait vivre plus longtemps, donc avoir une meilleure condition de vie. Donc, c'est tout le défi qu'on a au cours des prochaines années de voir les gens qui sont au début de maladie d'Alzheimer pour les amener dans nos services. Il y avait le terme aussi de la démence, parce que justement, quand je lisais sur la stratégie nationale sur la démence, est-ce qu'on fait la part entre les troubles neurocognitifs et la démence et comment est-ce que la stratégie justement nationale sur la démence, ça s'enligne avec votre travail à vous? Ça, il y a déjà des enjeux très particuliers. Au niveau des anglophones, le mot démence est encore associé à un terme médical et beaucoup plus associé. On parle de démence, mais on parle de perte cognitive. Au Québec, le mot démence est de moins en moins utilisé. Nous, les sociétés Alzheimer au Québec, on ne fait pas la promotion de ce mot-là parce que c'est plus associé à la folie. Donc, au Québec, on est plus porté sur le mot perte cognitive, la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, on parle de la même chose. On parle des gens qui ont des pertes de mémoire, mais le mot démence est beaucoup moins important au Québec. Alors, si on allait dans les actions futures et les recommandations, parce que ce que j'ai compris en t'entendant, c'est qu'on peut minimiser, si on s'y prend d'avance, on peut minimiser, puis peut même prolonger le temps où on n'est pas dans ce mode, peut-être dans des troubles neurocognitifs trop importants. Ça serait quoi les recommandations, justement, dans le rapport qui ressortent de ça pour améliorer, qui serait pour la prise en charge en général et le soutien des personnes atteintes de troubles neurocognitifs? Moi, je pense que le défi numéro 1, là, au Québec, parce qu'on sait au Québec, on est fort en prévention, puis moi, je pense que ça peut faire une différence. Lorsqu'on parle de facteurs de protection ou de diminuer les chances ou de retarder une apparition de perte cognitive, c'est les facteurs de prévention. Donc, c'est d'informer nos gens d'avoir une santé active le plus équilibrée possible, de faire du sport, de faire du social, de ne pas abuser de l'alcool. Tout ça, ces facteurs-là peuvent diminuer de 40% les risques de développer la maladie d'Alzheimer. C'est très important.
Donc, moi, je pense là, qu'au Québec, là, il doit y avoir une prise de conscience qu'on doit développer plus, que ce soit avec la santé publique, que ce soit avec des organismes comme justement la Société Alzheimer. Nous, on aimerait même avoir une personne qui serait embauchée pour faire la promotion de la santé cognitive sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Ça, je pense que c'est primordial là, qu'on développe ça au cours, je vous dirais pas au cours des prochaines années, je vais plus vous dire au cours des prochains mois. Ça veut dire que si, parce que ça me fait revenir à ton chiffre du début où tu disais comment en 2050 ce chiffre allait augmenter. Est-ce qu'on pourrait vraiment le minimiser en étant dans ce type d'action-là? Ben absolument. Moi, j'y crois beaucoup, là, à titre de directeur à la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, que plus qu'on va parler d'une une saine alimentation, que les gens trouvent des moyens pour diminuer le stress, l'anxiété, que les gens, lorsqu'ils prennent la retraite, continuent à faire du social. Tous ces facteurs-là peuvent retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, très important d'en parler, d'en faire la promotion. Et moi, j'y crois qu'on peut retarder les apparitions de la maladie d'Alzheimer. Puis je terminerai avec cette question sur justement, est-ce que vous vous sentez soutenu, vous, en tant qu'organisme, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, est-ce que avec ce qui est en ce moment, est-ce que la réalité du terrain, puis ce qui est à venir, vous sentez que vous avez une écoute du gouvernement pour pouvoir pallier à ce qui est aujourd'hui et ce qui va arriver possiblement demain? Ben, en général, je trouve qu'au Québec, puis on pourrait y aller aussi sur la scène fédérale, on est en retard par rapport aux budgets qui sont donnés, que ce soit aux organismes. Je trouve que on a encore une mauvaise habitude d'attendre qu'on soit, on voit le tunnel arriver, puis là, on prend des actions. Malheureusement, je trouve qu'on est encore tard. Tu sais, on aurait pu s'en prendre, les gouvernements auraient pu commencer plus tôt à trouver des stratégies. Bon, là, on arrive là. Donc, au niveau des financements, ben, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, on pourrait avoir un meilleur financement récurrent. On pourrait développer davantage de services. On a un souhait de développer de la stimulation cognitive, d'avoir aussi plus de financement pour embaucher des gens qui vont travailler avec les gens qui ont des pertes cognitives. Donc, c'est important. Le répit, c'est ça, les proches aidants vont avoir besoin d'aide avec une augmentation des hausses de cas de 145% des nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. Donc, ça veut dire que le nombre de proches aidants en Gaspésie-les-Îles passerait à 15 000 personnes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir besoin de soutien psychologique. Il va falloir mettre des groupes d'entraide, il va falloir informer les gens sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on a des gros défis qui s'en viennent dans notre organisation au cours des prochaines années. Interaction sociale et prévention de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif ? Un trouble neurocognitif désigne un ensemble de manifestations provoquées par une maladie du cerveau, généralement irréversible. Un trouble neurocognitif peut entraîner des changements de comportement, de personnalité ou encore d'humeur, ainsi qu'une diminution des capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines, par exemple la mémoire, l'attention ou le langage. En outre, la maladie d'Alzheimer est le trouble neurocognitif le plus courant. Le risque de développer un trouble neurocognitif peut être influencé par le style de vie, entre autres les interactions sociales. Les interactions sociales peuvent comprendre des échanges avec les membres de la famille, des discussions avec des amis ou une participation à des groupes communautaires. Des modifications observées dans le cerveau des personnes socialement isolées seraient associées à un plus grand risque de développer un trouble neurocognitif. On peut donc agir sur ce risque en ayant une vie sociale plus active afin de prévenir les troubles neurocognitifs. Parlons-en. Les interactions sociales et l'engagement social peuvent favoriser la protection des cellules du cerveau. Les personnes qui ont des interactions sociales quotidiennes peuvent voir leur risque de troubles neurocognitifs diminuer de 43% comparativement à celles n'en ayant pas quotidiennement. Des interactions sociales plus fréquentes avec des amis qui sont maintenus sur plusieurs années, notamment dans le cas des personnes aînées, sont associées à une meilleure santé cognitive.
Ces interactions sociales augmentent la réserve cognitive, qui est la capacité du cerveau à compenser des lésions qui pourraient l'affecter. La réserve cognitive est donc très utile lorsque des problèmes de santé surviennent. Plus cette réserve est élevée, plus elle est susceptible de retarder l'apparition des signes d'un éventuel trouble neurocognitif. Il peut parfois être difficile pour les personnes à la retraite de maintenir leurs interactions sociales. Voici donc quelques suggestions pour une vie sociale plus active et comportant davantage d'interactions sociales. Profitez de chaque période de fête pour rencontrer des membres de la famille et des amis. Ces moments vous permettent de sortir de votre routine quotidienne. Participez aux activités offertes dans les centres communautaires, les organismes bénévoles, les bibliothèques municipales. Informez-vous auprès d'organismes de services communautaires ou de municipalités. Faites partie d'un organisme bénévole ou d'un club social qui rejoint vos valeurs et intérêts. Le bénévolat est une façon épanouissante de maintenir votre implication sociale et des interactions sociales en aidant les autres avec fierté. Les clubs sociaux peuvent vous encourager à effectuer les activités que vous aimez comme la lecture, les activités physiques, la musique ou autres. Effectuez des exercices physiques, idéalement en groupe. Cela vous permet de ne pas rester seul et de rencontrer d'autres personnes. Adoptez un animal de compagnie si vous les aimez. Cela procure un sentiment de bien-être, particulièrement si vous vivez seul, et peut s'avérer complémentaire aux autres activités permettant des interactions sociales. Servez-vous des outils technologiques comme Facebook, WhatsApp ou Zoom. Ainsi, vous restez en contact avec vos proches et interagissez aussi avec des connaissances. Effectuez des escapades près de chez vous ou à l'étranger si vous le pouvez. Cela vous permet de faire de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes. Une vie sociale active favorisant les interactions sociales pour une meilleure santé cognitive. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Thierry. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Mensuelle. On va avoir quelques sujets sur la table. On va commencer par une nouvelle récente. Vous avez fait une annonce de 3,8 millions de dollars pour l'industrie de la crevette, des pêches plus largement. Alors, qu'en est-il en vos mots de cette annonce quand même? Voilà, près de 4 millions de supports essentiellement financiers à travers un travail d'équipe. L'économie, l'innovation, l'emploi, la solidarité et bien évidemment pêche, agriculture et alimentation. Donc, une mise en commun de moyens, de ressources de notre coffre d'outils. Ça fait suite aux demandes qui avaient été adressées là, par le biais de la MRC Côte de Gaspé au gouvernement du Québec. Et on s'est engagé, là, nous, moi comme député, de mettre à profit autant que faire se peut notre coffre d'outils à l'intérieur de différentes mesures. Donc, ça touche essentiellement le maintien d'emploi au niveau des travailleurs d'usine plus touchés durement là, au niveau de nos crises. Oui. Ça regarde aussi le développement des compétences, la professionnalisation de l'emploi et puis, bien évidemment, tout l'accompagnement que demande actuellement au niveau de la culture, l'industrie de la capture, entre autres, et puis la transformation pour passer au travers de la tempête et puis faire des diagnostics précis sur chacune des situations, puis voir en sorte de tracer des orientations pour la suite des choses. Donc, c'est essentiellement là, le travail qu'on fait depuis quelques mois déjà avec principalement la MRC. Donc, on est très heureux dans le sens où on répond présent au niveau des demandes de notre milieu et puis on espère là, la suite des choses pour traverser cette tempête-là de façon solidaire. Oui, solidaire. Ça tombe bien parce que c'est l'esprit qui ressortait lors de cette conférence de presse qui est organisée par la MRC Côte de Gaspé au centre Elias Dufresne à Rivière-au-Nord. Il y avait
l'ensemble de l'industrie. Il y avait la CPG, il y avait M. le maire Daniel Côté, le directeur Bruno Bernatchez. Et c'est un appel à la solidarité. Ils ont fait un bilan de leurs travaux, 1,4 million de dollars de versés par la communauté, à quoi s'ajoute l'aide de Québec. Je leur ai demandé, est-ce que c'est une crise, est-ce qu'on écrit l'histoire? Puis Claudio Bernatchez m'a dit, écoutez, on écrit peut-être, oui, l'histoire, parce que cette crise-là, elle est vraiment sans précédent, en ce sens que c'est pas comme la pêche à la morue, c'est pas juste une espèce, c'est multiforme, cette crise-là. D'où la difficulté de venir en aide sous différentes formes, formations, et comme a dit Daniel Côté, il ne s'est pas gêné pour dire c'est une crise entièrement créée par le gouvernement fédéral. On fait quoi pour s'en sortir, finalement, au-delà de votre aide, là? Vous saluez, je suppose, cette solidarité collective régionale? Bien, c'est incontournable. Je pense qu'il faut qu'on serre les coudes tous ensemble. Je pense qu'il faut qu'on regarde dans la bonne direction tous ensemble, mais on comprend aussi que, puis vous l'aviez bien dit, là, on est malheureusement au début de processus qui vont, je pense, pour toutes sortes de raisons, principalement climatiques, la question de la gestion des ressources. Bref, on est au début d'une transition au niveau des pêches, au niveau de l'écosystème, mais au niveau aussi de notre façon d'aborder la chose. Donc, je pense, moi, qu'au niveau autant de la capture que de la transformation, que de la mise en marché, on va traverser dans les prochaines années des périodes difficiles au sens où la chose est appelée à changer et on voit déjà qu'on est dans cette nouvelle dynamique-là. Et puis, bon, on va devoir faire preuve d'innovation. On va devoir faire preuve aussi de décisions difficiles, je pense, aussi à travers tout ce cheminement-là. Et puis, ensemble, j'ose imaginer qu'on va prendre les meilleures solutions possibles, les solutions les plus pérennes pour un maximum de parties prenantes. Mais évidemment qu'il n'y aura pas que des gagnants. Il va y avoir aussi des perdants, au sens où de prédire l'avenir, où on s'en va avec tout ça, à court, moyen et long terme, c'est plus ou moins faisable par les temps qui courent. On a besoin de data, donc on a besoin de mieux connaître, mieux comprendre les processus, principalement au niveau environnement, climat, puis pour adapter nos façons de faire. Donc, c'est sûr comme l'a dit mon ministre, là, M. Lamontagne, on va quelque part bâtir l'avion en plein vol aussi. Donc, ce ne sera pas nécessairement facile, c'est très complexe, et puis ça implique beaucoup de parties prenantes, vous l'avez dit, une gestion bicéphale, autant fédérale que provinciale. Et puis, bien, on a d'autres partenaires dans les maritimes, nommément, d'autres provinces qui sont dans cette aventure-là. Donc, ce sera une période importante pour l'économie côtière de nos régions. Et puis, pour la suite, au niveau des ressources halieutiques. Donc, par contre, c'est stimulant au sens où on doit arriver avec des solutions. Hein? On a un objectif de résultat. Et c'est sur le processus sur lequel nous sommes actuellement, c'est ce qu'on vise, qu'on arrive avec des résultats les plus probants possibles pour se donner une orientation pour l'avenir. Donc oui, ce sera complexe et compliqué. Carte électorale. Oui. On en a parlé depuis quelques mois. Vous étiez aux consultations en novembre dernier ou à l'automne dernier à Gaspé. On connaît votre position, on connaît celle de Mme Blouin aussi. L'ensemble de la classe politique est solidaire. Pas question de perdre un comté. On est rendu où dans tout ça, finalement? Écoutez, il y a quelques semaines déjà, c'était notre intervention au niveau de la commission de la révision de la carte électorale. Donc, on a eu la chance et le privilège, une fois de plus, de remettre sur la table nos arguments, faire valoir notre position, notre refus face à cette proposition-là de fusion des comtés de Gaspé et de Bonaventure. Donc, on a fait notre travail à ce niveau-là, revenu sur les principaux éléments du mémoire, puis on a rajouté des éléments d'information. Bonne nouvelle aussi, l'ensemble de la classe politique, les 125 députés sont solidaires derrière le maintien de la Gaspésie en termes de poids politique. C'est quand même pas rien. Et puis, très honnêtement, je vois mal comment le directeur général des élections peut être insensible devant un consensus de cette nature-là. J'en profite là, au niveau de vos auditeurs. La Gaspésie a quand même contribué significativement au niveau des audiences publiques. On parle de près de la moitié des gens qui ont pris le temps de se rendre dans les différents lieux de consultation, de faire valoir leur prise de position. On parle de plus de 300 personnes sur les 600
sur l'ensemble du Québec. Donc, bravo. Donc, on s'est tenu debout devant cette proposition-là. Et puis, je vous dirais qu'on est confiant au sens où c'est unanime, c'est très consensuel et c'est très, je veux dire, ce qu'on a amené comme élément, je veux dire, c'est la vraie vie, là. Et puis, j'ose espérer qu'on va sortir de ce processus-là, quelque part fin d'été, début d'automne, avec d'une part le maintien du statu quo pour garantir le poids politique de la Gaspésie. OK, d'accord, génial. Monsieur Pierre Fitzgibbon, oui. Super ministre, qu'ils disent. Oui. Super ministre. Alors, il est venu, le super ministre, à Gaspé pour une annonce sur un bâtiment qui va créer plus d'énergie qu'il n'en consomme, ce qui est une très bonne nouvelle. Innovation. Voilà. Mais au-delà de ça, il a solennellement dit devant l'ensemble de l'élite qui était là que concernant le goulot d'étranglement, il était bien au fait et que ce serait priorisé celui de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Bon. Sur la ligne. Il n'est pas venu dire ça juste pour s'amuser, ça doit être vrai. Je ne penserais pas. Honnêtement, tu sais, depuis notre entrée là, en poste dans le comté de Gaspé, la question énergétique, la question de la filière éolienne nous préoccupe dans le sens où on considère que c'est un actif monumental pour le développement économique, social de la Gaspésie. On a une expertise extraordinaire en région depuis 20-25 ans et puis on y tient à notre expertise. Donc, on est bien au fait là, des limites actuelles du territoire en termes d'ingénierie et de capacité autant d'amener que de sortir de l'énergie. Et puis, c'est adressé déjà depuis un petit bout. Mais on a toujours travaillé de façon intelligente dans ce dossier-là où on les a pris une par une, les problématiques. On les a documentées, on s'est fait une tête, on a consulté les gens de l'industrie et on a adressé, chemin faisant, là, chacun des éléments qui nous paraissent des enjeux pour arriver à positionner la Gaspésie de façon intéressante au niveau de notre objectif. Notre objectif, c'est grosso modo, d'ici les 25-30 prochaines années, de doubler Hydro-Québec en termes de production qu'on connaît actuellement. Donc, ça va prendre des partenaires, des joueurs intéressants et qui ont la capacité d'y aller. Donc, on est convaincu que l'aspect éolien en Gaspésie fait partie des solutions. Et puis, M. Fitzgibbon est venu nous dire ce que nous voulions entendre et puis ce qu'on adresse depuis longtemps en termes de problématiques d'enjeux. Et puis, c'est clair que la problématique du goulot, qu'on appelle communément dans l'industrie, le goulot d'étranglement, est adressée en bonne et due forme auprès des parties prenantes. Ça fait partie des enjeux principaux qu'on a à résoudre si on veut aller de l'avant. Et puis, comme vous l'avez dit, M. Fitzgibbon a pris la parole à plus d'une reprise durant son séjour ici et a dit clairement que cette problématique-là, d'une part, est adressée en bonne et due forme et que ça fait partie sur la liste des priorités, puis de la feuille de route qu'on a adressée, qui sera quand même assez monumentale, quand on regarde l'ensemble des projets qui s'en viennent. Et puis, voilà, ça vient nous rassurer une étape de plus, d'une part dans le discours, mais aussi au niveau de l'industrie. Puis je tenais, moi, très fort à ce que M. Fitzgibbon vienne adresser cet enjeu-là à l'industrie et vienne faire part de notre intention manifeste de résoudre la chose. Donc, d'une part, je suis très satisfait de cet engagement-là. Et puis, quand je regarde l'ensemble du discours qu'on a eu, des annonces, on est dans la bonne voie pour faire en sorte que la filière éolienne gaspésienne va chercher sa part du gâteau dans le défi énergétique qui s'en vient devant nous au Québec. Il nous reste 3-4 minutes. J'aimerais aborder un sujet que je aborde très rarement avec les députés. D'ailleurs, c'est une première fois que je le fais. Le Canada a un appui sans précédent à l'Ukraine, un appui sans conteste qui est franc, sous diverses formes de cette invasion de la Russie sur l'Ukraine. On sent de plus en plus que l'Europe sent de plus en plus la pression, que ce soit du côté des pays baltes, de la Moldavie encore avant-hier. Il y a une pression russe là, qui se fait larver, comme on dit. Vous, comme député, on n'est pas étranger, on vit sur une planète. L'agresseur, on le connaît. Vous, comme député de Gaspé, qu'est-ce que ça vous dit, cette guerre? C'est intéressant que vous apportez quand même cette question au sens où ça peut paraître loin, ça peut paraître un peu, comment vous dire, hors de notre quotidien et se l'est d'une certaine façon, mais en même temps, ça nous ramène à
le privilège qu'on a de vivre dans une démocratie. Le privilège qu'on a à tous les matins, nous, comme êtres humains, nos enfants, nos parents, nos communautés, on se lève le matin avec l'idée d'aller développer, dans le fond, le sens commun de nos villes, de nos villages. Et ça nous ramène les pieds sur le terrain des vaches, au sens où on a l'impression de jouer dans un vieux film. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas si longtemps. C'est susceptible d'arriver encore, et c'est en train de se faire tranquillement. Et on voit que l'Europe est, comme je vous disais, on a comme des scénarios déjà connus. Et puis, très honnêtement, comment vous dire? Êtes-vous inquiet? Je suis inquiet. Moi, je suis inquiet par l'état du monde actuel, où on ne sent pas nécessairement qu'on est dans la bonne direction, à bien des égards. Et puis, chaque fois qu'un conflit dégénère, et c'est en train de le faire, ça nous ramène des mauvais souvenirs, ça nous ramène aussi des épisodes où je pense qu'on doit faire front commun pour stopper ces actes-là qui sont d'une barbarie innommable à certains égards. Et puis, je crois que l'Occident a un devoir. Je crois que l'Occident a un devoir de gardien des démocraties, de la liberté sur la Terre. Et puis, je pense qu'effectivement, dans les prochains mois, on va devoir peut-être réfléchir à comment aborder la suite des choses. Mais ceci dit, on ne souhaite jamais voir ça arriver. Et puis, on est très privilégiés dans nos démocraties occidentales. Bien dit. Merci beaucoup, M. le député. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. J'en prie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. La crise de la crevette qui secoue Rivière-au-Nord depuis quelques mois ne fait que raffermir la volonté de la communauté de se mobiliser pour trouver des solutions durables. TVRP était à Rivière-au-Nord pour couvrir une importante conférence de presse sur cet enjeu crucial. S'il est une chose qui était solennelle au centre Elias Dufresne où s'étaient réunies l'industrie et les entités qui leur viennent en appui, c'est une ferme détermination de passer à travers une crise qualifiée de sans précédent, une volonté de traverser la tempête afin d'assurer une survivance, s'il en est, des entreprises de pêche qui sont le cœur et l'esprit de ce village. Bref, le temps était au bilan des 6 mois d'action, embauche d'un conseiller en diversification d'entreprises, aide financière personnalisée aux entreprises, accompagnement de la flottille de crevettiers, embauche d'une ressource psychosociale, études sur l'impact économique de l'industrie des pêches dans la MRC Côte-de-Gaspé, etc. Pour être concret, pas moins de 1,4 million de dollars ont été versés par la communauté et les paliers gouvernementaux. Et le travail se poursuit. Voici la conférence de presse. M. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé. M. Bruno Bernatchez, directeur général de la MRC de la Côte-de-Gaspé. Et M. Claudio Bernatchez, directeur de l'ACPG. Nous aurons par la suite, comme j'ai mentionné, une période de questions pour les membres des médias et nos 3 intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles. Donc, j'invite d'abord M. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, à prendre la parole. Merci Julie. Genre des médias, genre de l'industrie, messieurs Bernatchez, partenaire de l'industrie, merci d'être là pour cette mise à jour du périlleux dossier des pêches. Depuis quelques années, vous le savez, avec les changements climatiques, on voit poindre des signaux alarmants sur l'état du golfe Saint-Laurent, sur la migration des espèces. Entre autres, depuis au moins 5 ans, on voit le sébaste revenir en force, avalant nos précieuses crevettes. Depuis 5 ans, les scientifiques et les pêcheurs tiraient des clochettes d'alarme, tranquillement pas vite, témoignaient de faits éloquents, espéraient que des gestes appropriés puissent être posés pour aider à rééquilibrer la nature. Une vraie pêche au sébaste aurait peut-être donné un coup de pouce à la crevette. On aurait tranquillement pu aussi développer les marchés, notre capacité de capture, notre capacité de transformation. L'été passé, la clochette d'alarme qui tintait depuis une couple d'années est devenue une grosse sonnette d'alarme. Puis aujourd'hui, est devenue un énorme criard d'alarme. On ne peut pas refaire le passé. Ce qui a été fait est fait, le mal est fait. Mais encore une fois, il a fallu sortir les criards pour que ça commence à bouger. Ça a bougé trop timidement pour le moment.
On le sait, dans l'état actuel des choses, s'il n'y a rien qui change, il n'y a personne qui va aller à la pêche, à perte. Il n'y a personne qui va transformer du poisson à perte non plus. Puis à la solde, ben, c'est autour de 1000 travailleurs, 1000 personnes d'ici qui sont sur la sellette. Je parle juste des gens du Grand Gaspé. Si c'était une usine de 1000 jobs qui fermait demain matin, les ministres se garocheraient ici pour venir nous aider, venir nous annoncer des trucs. Mais quand ce sont 30 ou 40 PME qui souffrent, ça semble moins urgent. Certains évoquent même la faute des pêcheurs. Ils disent « Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont trop pêché. » Ben non, les pêcheurs, ce sont des exécutants. C'est pas eux autres qui décident des quotas. Mais quand le gouvernement leur dit « Prenez un quota », ben ils vont aller le prendre. Puis quand le gouvernement les consulte, il faudra peut-être qu'ils commencent à les écouter aussi. Parce que ça fait 5 ans qu'ils le disent que le problème s'en vient, mais ils n'ont pas été écoutés. Et pourquoi les pêcheurs seraient privés de leur gagne-pain sans compensation? Pourquoi y aurait-il laissé la crevette à la mer à part pour faire grossir le sébasse? Ce sont quand même pas les pêcheurs qui dictent les quotas, puis encore moins eux qui autorisent les gros bateaux-usines à revenir dans le Golfe. Et pour atténuer la crise, il y a des solutions qui existent. Il n'y a aucune solution de parfaite. Souvent, il y en a qui pensent une baguette magique, tout va se régler. Ben non. Ça prend d'abord un minimum de bonne volonté, puis ensuite un cumul de solutions, adaptées à chacune des réalités pour mettre un baume sur cette plaie béante. Racheter quelques permis, convertir d'autres permis vers des espèces plus abondantes. Peut-être revoir le partage des quotas pour favoriser la flottille qui est en péril actuellement. Peut-être compenser les travailleurs, le temps de passer à travers la crise. Au moins éviter que du monde perde leur maison, ce serait le minimum. Aujourd'hui, ce matin, 7 h du matin, on recevait un communiqué de presse du ministre québécois des Pêches qui sortait une nouvelle mesure en partenariat avec le MEIE, autour de 600 000 $ à 2 ministères. On accueille ça positivement, évidemment. Il y a quelques semaines, Développement économique Canada aussi annonçait un peu plus de 400 000 $ en accompagnement d'entreprises. Ça aussi, on accueille ça positivement, c'est pas mauvais. Notre MRC, malgré qu'elle est peu fortunée, on a sorti au-dessus de 200 000 $ à date de nos coffres pour accompagner l'industrie. Mais évidemment, la MRC n'a pas les moyens de Québec et d'Ottawa pour régler une crise dans laquelle, je pense, ce sont des mauvaises décisions prises par Ottawa qui nous ont plongés. Mais on va essayer quand même de porter un peu de baume sur la plaie. En tout, quand je cumule ce que l'industrie a mis, ce que les gouvernements ont mis, ce que la MRC a mis, ce que les partenaires ont mis, ensemble, on est autour d'1,4 million de mis collectivement pour essayer de mettre un baume sur la plaie. Le problème est beaucoup plus profond qu'un problème de 1,4 million. Par contre, on continue de faire notre boulot. Donc, je remercie ce matin nos équipes et nos conseils à la Ville, à la MRC, de mettre le plus d'efforts que possible sur ce dossier-là. Je remercie les ténors de l'industrie aussi, Claudio, entre autres, de guider les troupes avec un bon leadership. Là-dessus, je vais laisser la parole à Bruno en rappelant à toute l'industrie de rester solidaire. Évidemment, vous l'avez vu, le criard d'alarme qu'on sonne depuis quelque temps a commencé à intéresser des médias nationaux. Ça a pu éveiller certaines populations, oui, d'ici, mais aussi d'ailleurs, au Québec et au Canada. Ne sous-estimons jamais le poids démocratique des médias. C'est le 4e pouvoir au pays. Puis je vais terminer à l'endroit des gens de l'industrie avec une phrase fétiche de Falardeau qui disait « Si tu t'écrases, ils vont te piler dessus. Si tu te tiens debout, ils vont t'haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. » Fait que restez debout, gens de l'industrie, on est avec vous autres. Merci. Bruno, je te laisse la parole. Merci, M. Côté. Donc, effectivement, on invite M. Bruno Bernatchez à prendre la parole. Merci. Donc, ce matin, l'idée, c'est de faire un peu le point sur l'ensemble de la démarche qui avait été entreprise par la MRC avec l'ensemble de ses partenaires. Il y avait déjà, au début de l'été dernier, des discussions entre les ministères, l'industrie qui avait démarré. Et nous, on avait organisé ici même, le 30 août dernier, une première rencontre de l'ensemble de l'industrie, de l'ensemble du milieu. Il y avait eu plein de discussions. On avait identifié une série de clientèles là, qui étaient visées par la problématique. Donc, les travailleurs et travailleuses touchés dans les usines par cette crise-là, les capitaines propriétaires, évidemment, les transformateurs et d'autres entreprises du secteur qui sont évidemment liées de très près à l'industrie de la pêche. On a, à ce moment-là, établi 6 priorités lors de cette journée-là. Donc, il fallait assurer une sécurité financière pour les travailleurs et les travailleuses touchés, assurer des services psychosociaux sur le territoire, assurer aussi un accompagnement professionnel pour les entreprises touchées, réaliser un inventaire de la situation financière des entreprises
évaluer l'impact économique du secteur des pêches et avoir des pistes de diversification et mettre en place un comité de diversification. Donc, c'était vraiment les 6 principaux axes d'action qui avaient été, à ce moment-là, identifiés. Tout de suite, le 31 août, on se mettait en action pour commencer à identifier des pistes d'action par rapport à ces priorités-là. Et donc, il y a différentes actions qui ont été entreprises. On a un programme d'employabilité qui avait été demandé pour soutenir les travailleurs et travailleuses. Un travailleur ou une travailleuse de milieu au niveau du soutien psychosocial. On va revenir en détail avec ces actions-là. L'accompagnement personnalisé au niveau des entreprises touchées, aussi au niveau de la capture, un accompagnement au niveau de la restructuration. Une étude d'impact économique et d'identification de pistes de diversification et l'embauche d'un conseiller ou d'une conseillère en diversification d'entreprise. Si on les prend un peu en détail pour vous dire où on est rendu dans chaque projet, travailleurs, travailleuses de milieu, c'est pour assurer l'accueil, l'évaluation, l'accompagnement et l'intervention psychosociale auprès des personnes touchées, que ce soit les capitaines propriétaires, les aides-pêcheurs, les employés d'usines, donc propriétaires d'entreprises touchés qui voient leur chiffre d'affaires drastiquement diminuer. Donc, l'organisme porteur qui est avec nous, c'est Convergence. Et on a des partenaires, le CIS également est partenaire financier dans cette mesure-là. Et c'est l'ensemble du territoire, c'est l'ensemble de la MRC, mais principalement le secteur de Rivière-Nord qui est visé par cette démarche-là. Ensuite, un accompagnement personnalisé aux pêcheurs et entreprises touchées durement par la situation dans le secteur des pêches. C'est un volet qui est en partenariat avec Développement économique Canada qui est mené par la MRC. Donc, les entreprises peuvent dès maintenant se référer à la MRC pour avoir ce soutien financier-là. C'est déjà donc amorcé. Développement économique Canada, dans le fond, paie 90 % de cet accompagnement-là et la MRC assume le 10 % de mise de fonds du milieu pour les entreprises. Au niveau, suite dans cette situation-là, les entreprises admissibles, on a justement les pêcheurs de crevettes ou de turbots qui sont touchés par la crise actuelle, les entreprises de transformation, les entreprises de produits et services. Au niveau des pêcheurs, ateliers de soudure, à titre d'exemple, peuvent être admissibles à ça. Donc, c'est des analyses financières, des études de marché, tout type d'accompagnement de ce genre-là. Et on peut financer environ 25 heures d'accompagnement professionnel. La mesure suivante, c'est un accompagnement au niveau de la restructuration du secteur de la capture. Parce que là, il y a aussi un enjeu important. C'est beau de dire, il y a une diminution des quotas de crevettes. On met un peu de sébaste, mais il y a des enjeux pour l'ensemble de la flottille québécoise ici. Et c'est vraiment un accompagnement à la flottille de crevettiers du Québec en entier dans cet important processus-là. Donc, celui-là, c'est l'ACPG qui est porteur du projet grâce à un soutien financier du MAPAC. Donc, c'est une mesure qui va démarrer d'ici quelques jours, quelques semaines, là, ça va être en fonction. Ensuite, l'étude d'impact économique, c'est un autre élément qui avait été identifié dès le mois d'août. Donc, on veut vraiment regarder l'ensemble des retombées économiques directes, indirectes et induites, le nombre d'emplois qui sont concernés par le secteur de la pêche dans la MRC, dans l'ensemble de la MRC. Et on veut que cette étude-là propose des pistes de diversification, pas nécessairement des projets de diversification détaillés, mais des pistes qui sortent de la boîte. On ne veut pas avoir avec cette étude-là des éléments qui existent déjà, on le sait. Donc, on ne veut pas parler du sébaste. On le sait déjà que c'est une possibilité. On veut que cette firme-là nous amène ailleurs. Le mandat a déjà été accordé par la MRC. Donc, c'est un mandat de 66 000 pour cette étude-là. Et on a le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec ainsi que de Développement économique Canada pour cette réalisation-là. Normalement, à la fin mai, on devrait avoir ce rapport-là. Il y a des données qui pourront à ce moment-là être rendues publiques.
Une autre action majeure, importante, c'est l'embauche d'un conseiller ou d'une conseillère en diversification. C'est une idée, une initiative qui émane carrément du milieu, donc des industriels transformateurs eux-mêmes qui avaient cette idée-là. Donc, dans toute la démarche, la MRC a pris la balle au bon pour l'embauche de cette ressource-là. Donc, c'est quand même une mesure là, qui s'étale sur 3 ans. 492 000. Pour cette mesure-là, c'est le MEIE qui nous accompagne financièrement avec un apport important de l'industrie de la pêche. Donc, les industriels qui sont sur notre territoire et la CPG aussi est impliquée. Donc, c'est vraiment un beau partenariat dans cette action-là. Et on attend beaucoup de cette action-là dans le milieu et on se donne 3 ans là, pour accompagner les entreprises dans leurs différentes démarches. Donc ça, c'est les principales actions qu'on avait, qui avaient été identifiées, mais il y a d'autres actions qui sont dans le milieu, soit réalisées ou à venir. Entre autres, les équipes de la SADC de Gaspé, la Chambre de commerce, étaient venues à Rivière-Nord rencontrer des dirigeants d'une trentaine d'entreprises pour regarder avec eux leur situation financière, puis regarder peut-être des pistes de solutions pour les accompagner. Il y a un rapport qui a été produit là-dessus et qui donne quand même des informations assez intéressantes sur l'état de ces entreprises-là, l'état du milieu. Puis là, quand on parle des entreprises, c'est pas nécessairement les transformateurs, mais l'ensemble des entreprises, épiceries, etc. Donc, les autres services qui peuvent voir déjà, voyaient déjà leur chiffre d'affaires subir une diminution ou avoir des comptes à recevoir qui tardaient parce que, justement, les entreprises de pêche avaient plus de difficultés. Il y a aussi le démarrage d'une formation sur les compétences essentielles qui va être faite par le comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est confirmé, qui va démarrer, qui n'est pas géré par la MRC, là, mais qui est quand même dans le milieu. Il y a d'autres actions qui vont venir dans les prochains mois, prochaines années, parce que, je rappelle, oui, l'action de conseiller-conseillère, c'est sur 3 ans, mais l'ensemble de la démarche aussi, c'est un long shot, comme on dit, c'est vraiment sur du long terme, parce que faire de la diversification puis soutenir des entreprises sur différents projets, ça ne se fera pas. Là, on a un paquebot à faire virer, ça ne se fera pas sur un dizaine. Il va falloir prendre le temps de le faire et bien évaluer les choses. Donc, il y a différentes études complémentaires qui vont pouvoir se faire, qui vont soit émaner d'entreprises qui ont des besoins particuliers ou d'industries ou de secteurs d'activité particuliers qui pourront être amenés. Et donc, on pourra réaliser justement dans les enveloppes qu'on a déjà avec soit Développement économique Canada ou le MEI. Il y a aussi un forum économique sur le secteur des pêches qu'on veut tenir ici. Donc, c'est vraiment réunir tous les acteurs du milieu pour essayer de regarder justement, parler de ces discussions-là. C'est un peu une suite logique des actions qui ont été posées pour essayer de définir comment on devrait mieux travailler ensemble, tout le groupe d'entreprises, puis comment on peut se soutenir les uns les autres. Daniel en disait tantôt, faut être solidaire au niveau des industriels, mais il faut être aussi solidaire comme milieu. Et ça, c'est un élément qui nous préoccupe beaucoup. Voilà, c'est un portrait rapide, mais l'idée ce matin était vraiment simplement de mentionner le train est en marche. Ça va être de longue haleine. Il y a beaucoup de travail qui est devant nous, mais on va prendre une bouchée à la fois. On a beaucoup, il y a des choses qui ne sont pas dites pour l'instant, qui sont sur la table à dessin présentement, sur lesquelles on travaille avec des partenaires. C'est pas la MRC qui initie l'ensemble. C'est vraiment, ça vient du milieu, puis c'est ça que ça prend. Puis on voit que jusqu'à présent, la démarche fonctionne. Et on doit absolument remercier tous nos partenaires financiers, collaborateurs, tous les différents ministères qui sont avec nous. Sinon, c'est une démarche qui serait impossible. Merci Bruno. J'invite maintenant M. Claudio Bernacci, directeur de la CPG, à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde.
D'entrée de jeu, je vais préciser que je parle au nom de l'industrie, l'industrie étant représentée par plusieurs transformateurs, puis je vois aussi des gens qui gravitent autour du monde des pêches au quotidien, alors je suis content de les voir là. Vous savez, la démarche à laquelle on aboutit aujourd'hui par ces annonces-là a originé du mois d'août dernier. On l'a mentionné plus tôt. Et 6 mois après, de voir qu'il y a autant d'intervenants et de ministères qui se sont mobilisés pour apporter un support à l'industrie est vraiment quelque chose de réconfortant dans les circonstances. Il est certain qu'il n'y a aucune des annonces qui est faite aujourd'hui qui va venir supporter directement quelconque entreprise financièrement à court terme pour traverser la crise. Mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans ces annonces-là, c'est que ça nous permet, peut-être pour la première fois, de s'arrêter puis de se questionner à savoir quel genre d'industrie on veut avoir dans le futur. Comment, au sortir de la crise, cette industrie-là va s'être dotée de moyens et mécanismes qui vont faire en sorte d'éviter, idéalement, de revivre des situations de crise comme on l'a vu depuis l'automne dernier, depuis même un petit peu avant. Parce qu'en réalité, ça fait depuis 2020 qu'il y a différentes flottilles qui sont éprouvées, soit par des moratoires ou encore des diminutions importantes de quotas. Alors, en 2024, tout ça converge vers un ensemble de facteurs qui mettent à mal toute une industrie qui est principalement basée ici, mais qu'on retrouve également ailleurs où ils ont vécu des difficultés au Québec, que ce soit en Basse-Côte-Nord, que ce soit aux îles de la Madeleine, puis même dans d'autres provinces autour du Golfe. Alors, moi, de voir des gens qui ont répondu présent depuis le mois d'août dernier, je trouve ça extrêmement rafraîchissant et je vous en remercie. Toutes ces personnes-là, à la MRC premièrement, évidemment, mais tous les ministères qui sont représentés ici ce matin, c'est bon, on l'apprécie. Maintenant, ceci étant dit, le défi demeure entier, en ce sens qu'il faut continuer à exercer des pressions, et ça on le fait ensemble également, pour faire en sorte qu'il y ait des moyens à très très court terme qui soient donnés à l'industrie de pouvoir s'en sortir. Alors, je n'irai pas dans le détail de toutes les actions qu'on a posées la semaine dernière, mais je veux juste vous dire que le combat n'est pas terminé. Il reste énormément à faire encore. Puis, il est extrêmement important de continuer à se soutenir là-dedans, les uns les autres, parce que ce n'est pas le combat d'une entité, c'est vraiment le combat d'une industrie. Alors, il y a des grands principes qui nous animent à travers ce combat-là, c'est-à-dire d'avoir des répercussions positive maximale sur les communautés côtières et c'est ça qu'on défend présentement, puis il ne faudra pas arrêter de le faire. En terminant, je voudrais dire que pour l'industrie qui est habituée à fonctionner selon une culture qui remonte à l'arrivée des Basques, même avant Jacques Cartier, où on était dans l'abondance de ressources, où ce Saint-Laurent-là, on ne pensait jamais en voir le bout, bien là, on est en train d'en voir le bout. Et si on ne réalise pas collectivement, on ne sera pas en mesure d'apporter des solutions concrètes et durables pour le futur. Donc ça, c'est vraiment le premier constat à faire. Mais ce qui est intéressant puis motivant, c'est qu'il y a encore bien des secrets au fond du Saint-Laurent. Puis si on s'en donne la peine, pêcheurs, transformateurs et autres, on va être en mesure d'établir une économie qui est plus diversifiée, avec des portefeuilles des permis qui sont plus vastes pour les pêcheurs, pour les transformateurs. Puis on va tranquillement délaisser la fameuse culture de quantité pour aller vers une culture de qualité, avec des produits de niche, avec de la valeur ajoutée à tout ce qu'on ramène à quai. Il faut voir, je vous dirais, le résidu comme étant plus payant que le filet, comme exemple. Alors, je suis confiant. On s'est réunis, l'industrie, vous l'avez mentionné. On est là avec un comité de diversification qu'on élargira selon les besoins. Mais il y a des gens intéressés à faire les choses différemment dans le milieu. Et ça, il faut voir comme étant très, très encourageant. En attendant, on demande à la population de continuer à nous supporter dans ce combat-là. Je sais que des fois, c'est difficile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde, ce qui peut se passer et pourquoi on peut en être rendu là. Mais il reste qu'il y a... plus on étudie ce domaine-là, mieux on est en mesure de comprendre pourquoi on en est rendu là. Alors, M. Côté en a parlé tantôt. Si on est pour écouter les avis scientifiques, bien, écoutons-les.
écoutons-les tout le temps, pas juste quand ça fait l'affaire du politique, parce que le politique ne devrait jamais être mêlé dans les décisions qui sont à prendre par rapport à cette industrie-là. Bon, on est content que vous soyez là, M. le maire. C'est pas moi qui prends les décisions. C'est pas vous qui prenez les décisions, c'est ça. Alors, merci à tout le monde. Merci pour l'organisation de cette rencontre-là. Merci, M. Bernatchez. Donc, c'est ce qui conclut la partie présentation de prise de parole. Juste mentionner pour les entreprises qui auraient des questions sur les diverses mesures qui sont mises en place présentement. Le plus simple, c'est de contacter directement la MRC via Carole Coton, directeur au développement. Vous pourrez avoir toutes les informations comment solliciter le soutien financier. Bon complément. Donc, on va prendre une période de questions pour les membres des médias. Puisque le maire disait, M. le maire, par rapport aux mauvaises décisions, puis tout le portrait que ça fait par rapport à la situation, on s'entend revoir le partage, rachat de permis, pêche qui n'a pas été, les pêcheurs n'ont pas été pris, donc on vise carrément le fédéral dans ce discours-là. À ce que je sache, les décisions concernant les quotas depuis toujours sont prises par Pêche et Océan Canada, par des ministres. Claudio le disait, les scientifiques font des recommandations qui ne sont pas toujours suivies. Est-ce qu'on vise le Pêche et Océan ou la ministre? En fait, la ministre actuelle a pris des décisions pour cette année, mais elle avait une prédécesseur qui avait un autre prédécesseur qui avait un autre prédécesseur. C'est pas des décisions de cette année qui sont nécessairement les plus déplorables. C'est les décisions de toutes les dernières années qui le sont, qui se cumulent bout à bout. T'sais, il y a 5 ans passés, ou 6 ans passés, ou 7 ans passés, peut-être qu'on n'était pas mûr pour une pêche au Sébastien. Peut-être. Mais il y a 4 ans, peut-être qu'on l'était, pour commencer. Mais non, on ne voulait pas. Cette année, ça ouvre, mais très modestement, avec une répartition des quotas qui ne font pas du bien à la flottille la plus touchée présentement. En fait, la flottille de crevettiers est la plus touchée par les impacts de la disparition de la crevette et de la surabondance du Sébastien. Mais ce n'est pas eux qui reçoivent la part du lion au niveau des quotas de Sébastien. Fait que, encore une fois, cette année, la décision ultime ne semble pas la plus optimale à l'heure où on se parle, en tout cas. Peut-être que ça peut changer. Il y a des comités consultatifs en cours. J'ai confiance que ça puisse changer avec la pression qui est faite par le milieu. Fait que non, je ne vise pas une personne en particulier, mais je peux viser un ministère en particulier qui est le grand artisan des problématiques qu'on connaît actuellement. Autre question? Il y a un forum à venir, vous dites? Est-ce qu'on a un échéancier? Non, on n'a pas encore déterminé de date. Là, on veut, disons peut-être à l'automne prochain, parce que là, il va y avoir la saison, puis il va y avoir beaucoup d'actions durant la saison estivale, mais à l'automne, ça pourrait être un bon timing. Ce genre de crise, vous en avez vu d'autres, ou c'est vraiment pour vous, on est en train d'écrire l'histoire? Claudio va probablement répondre. Je pense que c'est une des pires qu'on peut connaître. On a connu, en fait, je dirais pas que c'est peut-être la pire, parce que le moratoire du début des années 90 a été probablement aussi pire, peut-être pire. C'est difficile de comparer cette époque-là avec elle d'aujourd'hui, mais on est certainement dans les pires, n'est-ce pas, Claudio? Bien, quand le moratoire sur le poisson de fond est arrivé dans les années 90, en 93 pour le morue, 95 pour le Sébastien, on ciblait 2 espèces en particulier. Mais ce qui est différent cette fois-ci, depuis 2020, c'est que c'est une multitude d'espèces qui sont visées à l'intérieur de changements climatiques, puis à l'intérieur de décisions parfois un peu douteuses. Et ce, même s'il y a des approches de précaution qui ont été déterminées pour la plupart des espèces, nommément le turbo, la crevette et bien d'autres. Alors, les mécanismes sont en place, sont développés conjointement par l'industrie et les MPO, les sciences. Mais même à ça, parce que certaines décisions n'ont pas été prises, bien, on n'a pas aidé à ce que certaines espèces puissent au moins se donner une chance de continuer à être présentes dans les eaux du Saint-Laurent. D'accord. C'est bon. Autre question? On peut les entrevues individuelles, c'est possible. Oui, ça va pour tout le monde. Donc, c'est ce qui conclut. Merci à tous et toutes de votre présence, de votre participation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité.
Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Alors, le diocèse de Gaspé organise pour une 17e année le pèlerinage Terre et Mer. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de sœur Patricia Leblanc. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, et toi? Oui, merci. Donc, le pèlerinage, on en est à la 17e édition. C'est quoi le pèlerinage Terre et Mer? Bon, le pèlerinage Terre et Mer a été conçu à la suite disons, comme beaucoup de gens voulaient faire Compostelle. Puis, un jour, on a monté la montagne de Carleton, puis on s'est dit, mon Dieu, comme c'est beau, il faisait une journée extraordinaire. Puis, on a prendre notre souffle, on s'est retourné de bord, on a vu Miguacha, puis c'était tellement beau la vue là. Puis là, on a dit, ben, comment est-ce que nous autres, on a tout ce qu'il faut pour faire un pèlerinage, puis on a les sentiers, on a les plages, on a tu sais, la nature, on a les montagnes, la mer. Puis là, ça commençait à mijoter dans notre tête. Puis après ça, on s'est décidé de se former en équipe. On a formé une équipe. Puis on a réfléchi sur la façon dont on va le faire. Puis on voulait faire le tour de la Gaspésie dans une seule fois, mais tu sais, on était trop ambitieux. On a réalisé que on pouvait pas faire plus qu'un secteur, puis on se donnait 7 jours pour le faire. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, depuis 17 ans, normalement, ça ferait 19 ans, mais à cause de 2 fois, on a dû l'annuler. On était toutes prêts, mais on a dû l'annuler à cause du COVID. Mais là, cette année, on entreprend la 17e année. Et puis, on est connu beaucoup. Ça se parle de bouche à oreille, puis ça se parle par des petits montages comme tu fais. Ensuite, on fait de la publicité par l'Internet. Puis, on a des gens qui sont venus même de la France, des États-Unis, beaucoup de l'Ontario, Ottawa, Gatineau, beaucoup, beaucoup. Ensuite, Nouveau-Brunswick, puis dans tout l'environnement de Québec, beaucoup de gens, puis un peu de Gaspésiens. On voudrait bien que les Gaspésiens, disons, s'ajoutent à nous, mais on connaît pas trop la raison pourquoi, mais on pense que c'est parce qu'ils connaissent bien la Gaspésie, puis ils pensent que marcher à pied, ça leur rapporterait peut-être pas plus que ce qu'ils font en voiture, mais c'est pas la même chose marcher la Gaspésie puis la traverser en automobile. Parce que la marcher, on a le temps d'observer aussi. Bon, marcher, là, il y a beaucoup disons, ce qui pousse les gens à venir faire le pèlerinage de la mer Gaspésie-les-Îles, c'est parce qu'on a un côté, en plus de la marche, parce que ça intéresse beaucoup les gens, il y a tout un côté spirituel qui est développé, puis c'est pas lourd, c'est léger, mais ça permet aux gens d'entrer en eux-mêmes, d'admirer la nature, parce que la nature parle de Dieu. C'est comme un cours naturel, comme on dirait. Puis les aiment beaucoup, beaucoup marcher dans la Gaspésie parce que la Gaspésie est un lieu privilégié parce qu'il paraît que j'ai entendu que la Gaspésie, c'est le plus beau coin du pays au monde au 3e rang par rapport au kilomètre carré. Ça fait que
quoi demander de plus, hein? Alors, les gens viennent ils ont différentes raisons. Il y en a qui viennent pour marcher, mais en cours de route, ils marchent en dedans aussi. On les voit aller là, pendant la semaine. Ils sortent pas comme ils sont rentrés. Puis ensuite, il y en a qui viennent marcher parce ils ont une maladie, ils veulent avoir une guérison, ils veulent prier pour un membre de la famille ou un ami qui est malade. Ils viennent réfléchir parce que parfois ils vivent des difficultés. Ça peut être un divorce, pour différentes raisons. Puis, pendant le pèlerinage, on a mis sur pied on a fait construire un petit phare. Puis, à chaque place où on passe, on installe le petit phare avec des papiers et des crayons. Les gens viennent écrire leur intention de prière. Ils lancent ça dans le petit phare. Puis, chaque matin, on demande aux gens, les pèlerins, ils font ça bénévolement, qui veut porter le petit phare? Ah, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Il y a beaucoup de bénévoles qui aiment faire ça parce que ça a un sens particulier pour eux autres de porter les intentions des autres. Puis, en même temps, on ramasse les intentions des gens le long de la route, puis les gens qui viennent à la messe l'après-midi. On commence toujours par le matin, on fait, disons, la préparation des pèlerins pour la sécurité, donner les informations pour la journée. Puis ensuite, on les prépare spirituellement aussi, mais c'est juste comme une petite réflexion qu'on fait, 5 minutes à peu près. Puis on leur dit, si vous aimez marcher 20 minutes en silence pour réfléchir sur ce qu'on vient de vous dire, vous êtes libre de le faire. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas, mais ça concerne chacun, il est libre. Puis l'après-midi, on termine toujours par une célébration, parfois dans la nature, les gens y adorent ça. Puis, ou bien dans une église, tout dépendant de la température. Mais c'est un vrai pèlerinage. C'est pas juste une marche, c'est plus qu'une marche. C'est un approfondissement, une réflexion, une spiritualité qu'on passe. C'est comme faire, c'est comme un moyen de la nouvelle évangélisation qu'on appellerait, disons. OK. Rentrer la vie spirituelle dans sa vie concrète, dans sa marche, dans ses relations, dans ses rencontres, dans l'admiration. Il y a beaucoup de... il y a des contemplatifs, il y a des actifs, il y a des super actifs. Il y en a qui partent de bonne heure le matin, puis ils arrivent avant les autres, mais ils attendent, puis ils se mêlent aux autres aussi. C'est ça. Cette année, bon, parce que vous avez parlé justement, puis je connais aussi des gens qui ont fait le pèlerinage Terre et Mer. Je sais ils ont été quand que vous passez par Carleton, entre autres. Il y a aussi quand vous avez été de passage par ici, Chandler, Gaspé, Grande-Rivière. Là, cette année, c'est entre Cap-Chat et Gros-Morne. Oui. Je vais dire comment est-ce que ça fonctionne. On a 3 secteurs. Une année, on le fait du côté sud de la Gaspésie. L'autre année, on le fait du côté nord de la Gaspésie. Et une autre année, on le fait aux îles de la Madeleine parce que ça fait partie du diocèse de Gaspé. Alors là, on était rendu à faire parce que ça faisait déjà quelque temps qu'on n'était pas allé au côté nord de la Gaspésie. Puis, comme vous dites, il va se faire de Cap-Chat à Gros-Morne. Mais on ne le fait pas linéaire, là. On a tout un tracé, ça va. Nous avons un carnet. Nous fabriquons un carnet, tout est là-dedans. Il y a le matin, l'autobus à quelle heure, la rencontre est à telle heure, l'autobus est à telle heure, le départ est à telle heure, l'arrivée est à telle heure, puis le départ de l'autobus est à telle heure. Puis c'est tout indiqué, les gens sont très contents d'avoir ça parce que toutes les informations, ils sont là. On a combien de
de pèlerins qui viennent euh, environ lors des... En tout cas, pour les éditions précédentes, on avait combien de pèlerins? Ben, je vais vous dire, on est allé jusqu'à 225 une année. L'année dès qu'il y a passé un ouragan à Carleton, là, je me rappelle pas Fiona? comment. Hein? Et Fiona, je crois on Non, a eu... c'était Arthur ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était 225, mais on avait limité ça à 175 par sécurité, parce que beaucoup de monde sur la 132, parce qu'on fait beaucoup de 132, on n'a pas toujours le choix, hein. Alors, on trouvait que c'était peut-être un peu risqué, mais en fait, moi, je vois pas de difficulté parce que les gens, ça marche pas à la même vitesse, puis ça part tout ensemble, mais dans le temps de le dire, 5 minutes après, tu vois, il y en a qui sont rendus à 2 kilomètres, puis il y en a qui sont rendus à 500 mètres, puis bon, en tout cas, c'est tout séparé. Puis là, avec on avait, disons, on avait 150, 160, ça se maintenait comme ça. Mais avec le COVID, ça a comme un peu diminué parce que aussi, il y a beaucoup de pèlerinage qui se fait au Québec présentement. Puis les gens se divisent ça. Puis l'année passée, nous avions 101 personnes. Puis cette année, on s'attend qu'on va en avoir peut-être même plus. Parce on développe des moyens de publicité aussi, là. On est après à regarder comme il faut, comment on va faire connaître le pèlerinage. Puis, ça ne nous fait pas peur d'avoir du monde. Les gens qui veulent avoir de l'information, c'est tout sur le site du diocèse de Gaspé. La feuille d'inscription est là. Puis, tout est sur la feuille d'inscription. Euh, et le pèlerinage se termine toujours par une soirée festive. Un gros party. Alors, on a de l'animation, de la musique, puis on a un repas, puis les gens fraternisent parce que toute la semaine, ils ont vécu ensemble, puis ils aiment beaucoup, beaucoup. Ce que j'ai remarqué, c'est assez particulier. Les gens, ça arrive de partout. Disons, il y en a la moitié, ça fait depuis 17 ans qu'ils viennent au pèlerinage. Puis il y en a comme la moitié de nouveaux. Ça fait que les anciens s'occupent des nouveaux. Ça se fait naturellement pour les initier, répondre à leurs questions, fraterniser. Le soir, on arrive, je suis toujours étonnée parce que je suis dans l'organisation, de voir que les gens, ça se connaît tout, ça connaît les détails des vies des autres, puis comment est-ce que ça marche, puis tout ça, qu'est-ce qui se passe dans leur coin. Puis je suis toujours très étonnée de comment est-ce que les choses se sont développées. Comment on pourrait définir le mot pèlerinage? Un pèlerinage, à mon avis, là, un pèlerinage, c'est un moyen qu'on prend, c'est une marche. C'est toujours une marche, un pèlerinage. Il y en a qui le font en autobus parce qu'ils sont handicapés ou ils sont âgés ou quelque chose comme ça. Mais un vrai pèlerinage, c'est une marche qui nous permet de nous retrouver nous autres-mêmes, de rentrer en soi-même. On marche en dedans en même temps qu'on marche à l'extérieur. Puis, on peut régler des problèmes qu'on a personnels, réfléchir sur sa vie, réfléchir sur son avenir. Des fois, ils ont des questions, par exemple, est-ce qu'ils vont changer d'emploi? Ils ont besoin de discerner quelque chose d'important dans leur vie. Puis, le fait qu'ils marchent dans la beauté, dans la fraternité, les aide à résoudre beaucoup de choses. Puis, il y en a qui sont de nature heureuse, qui n'ont rien à régler, là, mais ils sont, disons, comme des lumières pour les autres aussi, là. Il y a un échange de valeurs entre les gens, puis euh, ils se retrouvent, on vit dans un monde,
disons, qui est individualiste. Puis, dans le pèlerinage, on vit dans un monde de relations agréables, de relations d'écoute, de conseils, c'est très enrichissant. C'est un enrichissement. À qui ça s'adresse, le pèlerinage terre-mer? Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire? Oui, c'est ouvert à tout le monde, puis on aimerait bien avoir des jeunes, puis parce qu'on a une moyenne d'âge à peu près dans la soixantaine, disons. Des gens qui sont à leur retraite, qui ont plus de temps, il y en a qui organisent leurs vacances en fonction de ça, parce qu'on a choisi des dates, puis je vais vous dire pourquoi, c'est intéressant. On a choisi des dates où le touriste n'est pas encore là. La chaleur n'est pas non plus vraiment là parce que ça marcher des longues distances parfois. Euh, c'est un peu difficile. Ensuite, on a choisi entre la fête de Saint-Jean-Baptiste et du Canada de permettre aux gens de profiter des 2 fins de semaine pour avoir du temps pour pas trop manquer de travail ou faire d'autres choses, en tout cas. Puis, ça marche très bien, ça. On a décidé que c'était vraiment bien pensé, ça, ce bout-là, là. Mm. Puis, ça s'adresse aux gens. Puis, s'il y a des gens qui veulent venir, dis-moi, moi, là, je veux pas faire le pèlerinage, je peux pas, là, parce que je garde mes petits-enfants ou bien j'ai d'autres obligations. Mais par exemple, il y a une journée que je pourrais le faire, puis j'aimerais ça aller le faire. Pas de problème, nous autres. Tous les matins, on fait une inscription, puis on inscrit les gens, puis on accepte le monde qui se présente. Puis s'ils veulent faire juste la moitié d'une journée, ils peuvent le faire juste la moitié de la journée aussi. Ça dépend. C'est tout à fait libre. OK, donc vous La pouvez avoir, majorité s'inscrivent pour toute la semaine. donc vous pouvez avoir, admettons, 175, parce que c'est le nombre que vous m'avez dit tout à l'heure, inscription, mais ça peut monter un peu pendant la semaine. Oui, ça peut varier. Tout à coup, par exemple, j'ai vu des fois des gens qui disent, ah ben moi, là, j'ai trop marché hier, puis j'ai mal, j'ai des ampoules, j'ai trop mal aux pieds. Ou bien j'ai pogné un gros coup de soleil, ça m'a déjà arrivé. Alors, ils ont dit, ben, demain, j'irai pas. Ça fait que des fois, ça varie d'une journée à l'autre, c'est pas toujours pareil. Mais la majorité suivent la semaine, mais ça peut varier, oui. Quelque chose qu'on pourrait rajouter avant de terminer? Ben, je fais une invitation aux Gaspésiens de venir expérimenter ce pèlerinage-là. Puis après ça, ils pourront vous savez, ça se parle de bouche à oreille, puis les gens, ça se communique ça. Ça fait que s'ils vivent une belle expérience, bien, c'est comme, disons, c'est comme faire église en dehors de l'église, dans la nature. On va faire une messe l'après-midi, mais c'est pas comme quand on va à la messe le dimanche. C'est différent. Disons, on a des fleurs sauvages, puis on a, on organise notre hôtel en fonction de la nature qui est là. J'ai vu déjà dire la messe sur une roche, une grosse roche qu'il y avait dans le parc de la Gaspésie, euh, sur- au lac des Américains. Ah, les gens, ils ont adoré ça parce que là, on avait comme une belle cathédrale naturelle, des belles couleurs d'automne avec le reflet de l'eau et tout ça. C'était magnifique. Les gens ont beaucoup aimé ça. Puis, une fois, on a fait une messe ici, là, dans un petit port de mer à L'Anse-à-Brillant. Puis, les gens ont tellement aimé ça. Il faisait beau soleil l'après-midi à 4 heures. Ils étaient fatigués. Ils se sont tout assis sur le bord du quai parce qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur la grève. Il y avait eu une tempête, puis la mer avait tout ravagé la grève. Alors, on s'est assis sur le quai. Puis, on a eu la messe là. On a tout organisé ça ensemble. On a inventé une petite chorale. Puis, les gens, ils adorent ça. C'est que ça fait changement d'une messe officielle
dans une église, puis ils goûtent la messe à ce moment-là. Puis on a des prêtres qui accompagnent, depuis toujours le pèlerinage. C'est important pour nous autres parce que les gens, souvent, ils ont besoin de se confier. Puis les prêtres sont disponibles. Puis ils font beaucoup, beaucoup d'écoute. Puis il y a des gens qui en sortent très, très libérés. Alors, c'est un plus. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. On a hâte de vous voir, on vous aime. Merci. La boutique cadeau céramique de choix Rose Belaïde de Chandler est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot. L'exercice de caractérisation des matières qui se retrouvent au lieu d'enfouissement technique de Gaspé a révélé que 65% des matières qui y sont envoyées auraient dû se retrouver au recyclage, au compostage ou à l'éco-centre. Afin de diminuer ce nombre, qui entraîne des coûts plus élevés pour le transport et l'enfouissement, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie implantera de façon progressive une tarification incitative. Avec Laurent Gélina, chargé de projet, on discute de cette nouvelle tarification ainsi que de la nouvelle grille tarifaire des écocentres. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Avant de parler de la grille tarifaire, il y a aussi quelque chose qui rentre, qui va être effectif cette année, c'est la tarification incitative. C'est quelque chose qui a été discuté au mois de janvier l'an passé. Parle-moi un peu de ça. Oui. Pourquoi qu'on en est rendu à la tarification? Oui, bien, tout à fait. Bonne question. Donc, la tarification incitative, c'est un mode de tarification qui va remplacer la tarification actuelle pour la gestion de matières résiduelles. Donc, quand vous payez le compte de taxes, vous payez un montant pour l'eau, vous payez un montant pour les taxes en général, puis il y a un montant associé à la gestion de matières résiduelles. Donc, le montant associé à la gestion de matières résiduelles, pour l'instant, c'est le même pour tout le monde. Hein, tant que il y a un logement chez vous, ben, vous payez le même tarif pour tout le monde. Là, ce qu'on veut faire avec la tarification incitative, c'est d'avoir une tarification qui est modulable selon l'utilisation que vous faites de votre bac à déchets. Donc, plus vous sortez le bac à déchets souvent dans l'année, plus la taxation va être élevée. Donc, il va y avoir un tarif de base qui va inclure un certain nombre de levées. Puis, suivant ça, si vous dépassez ce nombre de levées de base, ben, à ce moment-là, il va y avoir des frais supplémentaires pour chaque levée occasionnée. On parle seulement du bac vert. Oui. Est-ce que c'est déjà décidé le nombre de levées ou vous êtes en cours de décision pour savoir de quelle façon vous allez l'appliquer? C'est en cours de décision. Là, ce qui était prévu initialement, c'était 12 levées par année. Donc, en moyenne, une levée par mois de bac à déchets. Donc, si ça dépasse une levée par mois, ben là, à ce moment-là, il y a un tarif supplémentaire qui va s'ajouter. Cependant, c'est ça, il est question aussi que peut-être ce soit revu. L'idée, c'est d'avoir le même revenu global aussi là avec les taxes que si on n'appliquait pas la tarification incitative. L'idée, c'est vraiment d'encourager les bons comportements. Donc, les gens qui font des efforts, qui font un bon tri, qui utilisent activement le bac de compost, le bac brun et le bac bleu pour le recyclage, ben ces gens-là, on souhaite les encourager. Donc, si vous utilisez le bac brun et le bac bleu, forcément, vous allez réduire la quantité de matière que vous allez mettre au bac à déchets. Donc, vous allez pouvoir réduire le nombre de levées aussi du bac à déchets. Donc, c'est ce comportement-là qu'on souhaite encourager par la tarification incitative. Là, qu'est-ce qui était prévu? On souhaitait l'implanter dès cette année, donc dès janvier 2024. Cependant, pour des problèmes techniques, on peut pas l'implanter tout de suite, donc c'est reporté d'un an. Donc là, cette année, on
on vous rappelle que c'est toujours en cours, la tarification incitative, ça s'en vient. C'est ça, ça va être un mode de tarification qui va remplacer le mode actuel. Cependant, c'est ça, ça se fera pas cette année comme prévu, mais ça va se faire l'an prochain. Donc, ce qu'on suggère aux citoyens pour l'année 2024, donc l'année en cours, ben c'est de faire attention, de faire le meilleur tri possible, de vous mettre au compostage si c'est pas déjà fait, d'utiliser activement puis à l'année longue le bac brun, puis d'utiliser le bac bleu aussi, là, ça va de soi. Puis donc pour faire attention parce que les données de cette année, donc le nombre de levées de bacs à déchets qui sont enregistrés à votre adresse actuellement, ça va compter pour la tarification l'an prochain. Donc les données sont déjà cumulées actuellement, puis ça va servir pour la taxation l'an prochain. En ce moment, bon, vous l'avez dit, ça passe sur le compte de taxe municipale. Oui. Cette tarification-là, comment elle va être... Ça devrait aussi passer par le compte de taxe. Donc, ça va remplacer le mode actuel. Donc, sur le compte de taxe, ultimement, ce que vous allez voir sur le compte de taxe, vous allez voir le tarif un petit peu détaillé, ventilé pour tous les services. Puis pour la gestion de matières résiduelles, au lieu d'être un montant fixe, bien, ça va être ventilé. Il va y avoir le tarif de base, puis il va y avoir des frais en extra si applicables dans votre cas. Donc, si vous avez dépassé, disons, 12 levées de bacs à déchets durant l'année, bien, vous allez voir figurer sur votre compte de taxe un montant attribué à ça. Est-ce que cet extra-là, est-ce qu'il va être appliqué, admettons, bon, vous allez commencer la tarification en 2025, que vous avez dit, est-ce que ça va être appliqué pour le compte de taxe 2026 ou vous parliez que, bon, vous allez déjà compter le nombre de levées, ce qu'on va avoir fait pour 2024 plutôt, oui, va être ajouté au compte de taxe 2025? Bien, c'est probable. C'est vers ça qu'on tend pour l'instant. Donc, on souhaite que ce soit implanté sur le compte de taxe en 2025. Donc, dès le compte de taxe de janvier ou février 2025, on souhaite que ce soit inclus là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est ça. On souhaite aussi, ce que j'ai pas mentionné, on souhaite encourager les bons comportements. Donc, les gens qui participent activement aussi au compost, au recyclage, ben ils pourraient voir aussi leur compte de taxe diminuer un peu. Donc, on cherche à encourager les bons comportements en offrant une petite économie sur le compte de taxe. On cherche aussi à pénaliser ceux qui font pas d'efforts, qui compostent pas, qui recyclent pas, qui ont 2 bacs à déchets. Bon, ben c'est ces gens-là qu'on veut punir d'une certaine manière. Donc, on souhaite encourager d'un côté les gens qui ont des bons comportements, puis de l'autre côté, ben essayer de punir par la taxation ceux qui font pas l'utilisation du bac brun, par exemple. Donc, si on s'en tient à 12 levées du bac vert par année et qu'en plus on composte beaucoup, ben on va être récompensé. Oui, exactement. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Donc, si on adopte les bons comportements, si on fait un bon tri à la maison, ben nécessairement notre geste va être récompensé au bout de la ligne. C'est le temps de passer. C'est le temps de se dompter un peu. Oui, c'est ça. Exactement. On va passer aux écocentres. Oui. Il y a des changements qui s'opèrent cette année. Oui. Comme par exemple une nouvelle grille tarifaire, puis il y a aussi le retour aux limites, oui, qu'on pourrait dire. Là. Les limites de quantité, exactement. Donc, on vient tout juste, la MRC vient tout juste d'adopter la nouvelle grille tarifaire pour 2024. Donc, ça a pris effet à partir du mois de février. Donc, l'an dernier, c'est ça, la MRC avait souhaité abolir la limite de quantité pour les citoyens parce que chaque adresse résidentielle avait droit à une certaine quantité de matière apportée aux écocentres par année. Cependant, c'est ça, l'an dernier, la MRC avait souhaité abolir cette limite-là, donc de rendre accessible en tout temps pour toute matière aux citoyens. Mais là, on a vu que ça avait coûté beaucoup plus cher et puis qu'il y avait eu exagération aussi. Il y a des citoyens qui ont démoli des garages complets, qui ont démoli même des annexes à la maison, qui ont apporté ça à l'écocentre. Donc, ça a fait beaucoup de matières qui ont dû être gérées. Ça a coûté très cher aussi. Donc là, les élus ont décidé de revenir à comme c'était avant. Donc, ça l'a déjà été. On revient à la limite comme on avait en 2021, 2020, 2019. Donc, la limite du 150 pieds cubes. Donc, chaque citoyen, chaque adresse résidentielle a droit à 150 pieds cubes de matière apportée à l'écocentre. Là, les matières, ça inclut seulement les matières qui ont des frais rattachés, comme tout ce qui est résidus de construction, comme le bois,
le bardeau d'asphalte, le J-Proc, les résidus non valorisables aussi qui sont acheminés au conteneur à déchets. Toutes ces matières-là sont incluses dans 150 pieds cubes. Mais ce qu'on souhaite aussi que les gens comprennent, c'est qu'il y a plein de matières qui sont acceptées gratuitement en tout temps à l'éco-centre, sans limite de quantité. Si vous avez par exemple des divans, des encombrants, laveuses, frigo, toutes ces matières-là, de la peinture, des néons, toutes ces matières-là sont acceptées sans frais en tout temps à l'éco-centre. Donc, ça rentre même pas dans le 150 pieds cubes. Donc, les gens ont quand même beaucoup de matières qu'ils peuvent accepter, qu'ils peuvent apporter sans frais à l'éco-centre. Donc, ce qui est le 150 pieds cubes, c'est vraiment seulement les matières de construction. Oui, exactement. Matières de construction puis les résidus non valorisables. Mais c'est ça, tout ce qui est toutes les matières auxquelles on peut qui sont recyclées, qui sont valorisées, c'est en dehors finalement de ce qui est chargé. Donc il y a plusieurs matières qui sont sans frais. C'est pour ça qu'on s'étonne toujours aussi de voir, hein, je pense qu'on a déjà tous vu ça, des dépôts sauvages. Dépôts sauvages, il y en a toujours eu, hein. Tout le monde a déjà vu un vieux frigo ou une vieux contenant, vieux bidon de peinture dans le bois. Donc, toutes ces matières-là, les matelas, les frigos, toutes ces matières-là sont acceptées sans frais, sans limite de quantité à l'éco-centre. Donc, il n'y a pas de manière, pas de justification à faire des dépôts sauvages. Donc, ces matières-là peuvent être apportées sans frais, sans limite de quantité à l'éco-centre. C'est quoi que tu entends par des matières non valorisables qui rentrent dans le 150 pieds cubes? Les matières non valorisables, ça va être tout ce qui va être acheminé au conteneur à déchets. Ça peut être si vous avez, par exemple, vous avez une douche, vous avez fait des travaux de rénovation, il y avait une douche encastrée avec qui était collée sur le mur là, en matière non valorisable. Ben, cette matière-là, ça va être acheminée au conteneur à déchets. Donc, ça va rentrer dans le 150 pieds cubes. Mais rendu à l'éco-centre, c'est ça, l'employé va renseigner qu'est-ce qui fait partie du 150 pieds cubes, qu'est-ce qui fait pas partie. Vous allez voir 150 pieds cubes de matière par année, c'est quand même pas mal. Hein? Tu sais, dans un trailer, disons, de 4 par 8, tu mets un pied de hauteur de matière, tu sais, ça fait un total de 32 pieds cubes de matière. Donc, 32 pieds cubes de matière sur le 150 pieds cubes, ben, ça veut dire une coupe de voyage quand même de remorques qu'on peut faire à l'éco-centre durant l'année. Et la façon de compter ça, c'est quoi? Est-ce que ça va être genre de carte qui va être remis à chaque oui, ben, c'est une bonne personne question. Ou je sais pas trop. Oui, le fonctionnement en fait, c'est quand vous allez à l'éco-centre comme résident, ben, on vous demande une preuve de résidence. Donc que ce soit un permis de conduire ou un compte de taxes. Donc vous présentez la plupart du temps, ça va être le permis de conduire. Vous venez en voiture aussi la plupart du temps, donc vous l'avez nécessairement sur vous votre permis de conduire. Donc vous présentez le permis de conduire, puis ensuite de ça, on va vérifier à votre adresse. Vous êtes rendu à quelle quantité de matière apportée à l'éco-centre. Puis ensuite, on va vous indiquer vous êtes rendu à combien. On va estimer votre voyage. Il est constitué de bois, de déchets, de bardeaux d'asphalte, etc. Puis on va regarder là-dedans, à l'intérieur, bon, quelle quantité de matière va faire partie du 150 pieds cubes, lesquels sont même pas comptés dans le 150 pieds cubes et sont acceptés gratuitement. Donc, c'est vraiment l'employé à l'éco-centre qui va évaluer tout ça là, lors de la réception. Puis ensuite, ben, la prochaine étape, ben, c'est à vous diriger au bon endroit à l'éco-centre, à apporter le bois dans le bois, la peinture avec les autres boîtes de peinture. Puis, donc, c'est à vous à faire le tri à l'éco-centre ensuite. Concernant la grille tarifaire, ça ressemble à quoi? La grille tarifaire, ben, il y a certains tarifs qui ont été augmentés. Mais la grille tarifaire, c'est ça. Non, en principe, comme résident, vous avez droit à 150 pieds cubes de matière. Il n'y a pas de matières qui sont facturables. Donc, mais si vous dépassez le 150 pieds cubes, là, à ce moment-là, il va y avoir un montant à payer. Donc, par exemple, pour le bois, le bardeau d'asphalte, ça va être 1 $ le pied cube qu'il va falloir payer. Mais là, je rappelle, vous avez droit à 150 pieds cubes avant qu'un tarif soit appliqué. Donc, vous avez quand même une bonne marge avant de payer. Puis, si vous voulez étendre vos travaux sur 2 ans pour justement, si vous voyez que vous avez un gros hangar à démolir, ben faites-en une partie cette année. Puis comme ça, vous pouvez le continuer l'an prochain si vous avez déjà atteint la limite de 150 pieds cubes pour éviter de payer des frais. Vous avez parlé d'une augmentation. Oui. C'est dans le fond est-ce que c'est à cause, parce qu'on voit en fait que tout augmente. Tout augmente, ben donc, exactement. J'imagine que ça vient suivre tous les coûts qui peuvent être attachés
Oui, certainement. La gestion de matières résiduelles, on l'a vu, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis, on souhaite rattacher, encore une fois, le principe utilisateur-payeur ou générateur-payeur. Donc, ceux qui vont générer, c'est pour ça que les citoyens ont droit à une certaine quantité, mais passer cette limite-là, ça veut dire que vous générez beaucoup. Donc, on veut que ce coût-là soit payé par celui qui génère ces matières-là et non pas par l'ensemble des contribuables, parce que toute la gestion de matières résiduelles, ça coûte des millions de dollars par année dans la MRC Rocher-Percé. Donc, on le rappelle, la gestion de matières résiduelles, il y a des coûts rattachés à l'enfouissement. L'enfouissement, il faut ouvrir des nouvelles cellules au lieu d'enfouissement de Gaspé. Ça coûte extrêmement cher. Il y a tout le coût de collecte et de transport aussi pour acheminer ces matières-là. Il y a les coûts aussi, le prix du carburant qui a augmenté ces dernières années. Donc, le coût des assurances aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs externes qui justifient la hausse du prix. Puis, comme tu mentionnes, pas mal tous les prix ont augmenté aussi ces derniers mois. Donc, c'est une raison pour laquelle les prix ont été ajustés aussi sur notre grille tarifaire. Donc, ça fait le tour pour la tarification incitative et l'éco-centre. Laurent Gélina, merci beaucoup pour votre passage en studio. Mais merci à vous pour l'accueil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous. Une autre étape pour le nouveau théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, selon ma Gaspésie. La construction du nouveau théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée progresse bien avec la récente installation de la structure d'acier. Marc-Antoine Dufresne, directeur artistique adjoint et directeur des communications et marketing du village en chanson, indique que les travaux se déroulent selon le calendrier grâce à un hiver clément. La prochaine étape consistera à installer la structure en bois, suivie de la fermeture du bâtiment et de la pose des fenêtres. L'inauguration est prévue pour l'été 2025 après une période de rodage. Le nouveau théâtre, dont la construction a débuté après un incendie en août 2017, comprendra le quartier général de l'organisation culturelle, une salle de spectacle et un bistrot. Le financement du projet a évolué, nécessitant une révision des plans et une campagne de financement. Pour 2025, le festival reviendra à ses dates originales et des festivités spéciales sont prévues pour marquer l'occasion. Métaux Osisko veut retirer l'eau de la mine à Murdochville selon Radio Gaspésie. Métaux Osisko a lancé un projet pour dénoyer la fosse du Mont Copper à Murdochville, un site précédemment exploité par Mine Gaspé. Depuis la fermeture de la mine, la fosse s'est remplie d'eau faute de pompage. Pour évaluer le potentiel minier restant, il est essentiel de vider la fosse pour faciliter l'exploration en profondeur. Dans cette démarche, Métaux Osisko a formé un comité consultatif incluant des représentants de l'environnement, des communautés locales et des experts. L'entreprise s'engage à mener ce projet en respectant l'environnement et en collaborant étroitement avec les membres du comité pour développer une stratégie adaptée. Crise de la crevette. La mobilisation se poursuit selon Bleu FM. La crise de la crevette à Rivière-Ornard a renforcé la détermination de la communauté et des acteurs de l'industrie à chercher des solutions durables. Lors d'une conférence de presse couverte par Bleu FM, l'accent a été mis sur la solidarité et l'action collective face à cette situation difficile. Des mesures concrètes telles que l'embauche d'un conseiller en diversification d'entreprises et l'offre d'aide financière aux entreprises touchées ont été mises en œuvre, avec un investissement communautaire et gouvernemental de 1,4 million de dollars. La solidarité et l'engagement vers l'avenir de l'industrie de la pêche restent prioritaires pour la région.
Traitement des matières résiduelles, un pas de plus pour la tarification incitative, selon ma Gaspésie. La Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui dessert la MRC du Rocher-Percé et la ville de Gaspé, progresse dans l'implémentation de sa tarification incitative pour la gestion des déchets. Cette année, la Régie se concentre sur les résidences avec une fréquence élevée de collecte de déchets, ciblant ainsi les plus grands producteurs de déchets. Les résidents concernés reçoivent des informations sur les impacts potentiels de cette tarification et sont encouragés à améliorer leurs pratiques de tri pour éviter des coûts supplémentaires. La caractérisation des matières résiduelles de 2023 révèle que 65% des déchets dans le bac vert auraient dû être dans les bacs bleus ou bruns, soulignant l'importance de cette initiative pour promouvoir de meilleures pratiques de gestion des déchets. Plusieurs records de chaleur en Gaspésie ce dimanche selon ma Gaspésie. Le sud et la pointe de la Gaspésie ont enregistré plusieurs records de température élevées, s'apparentant davantage à un climat d'avril qu'à celui de mars. Carleton-sur-Mer a atteint 8,6 degrés, battant le record de 1998, tandis que New Carlisle a enregistré 8,4 degrés, surpassant le record de 1964. D'autres localités ont également vu des températures records comme l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé avec 8 degrés et Cap d'Espoir avec 5 degrés. Bien que les températures doivent revenir à la normale, une autre hausse est attendue mardi avec la possibilité de nouveaux records. Les températures de saison devraient revenir vers jeudi, mais sans précipitations importantes prévues pour les amateurs de sports d'hiver. $26 millions pour rationaliser la moitié des crevettiers selon Radio Gaspésie. L'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie estime à $26 millions le coût pour racheter la moitié des permis de crevettiers du Québec. Cette information a été présentée au comité permanent des pêches à Ottawa. La discussion portait sur l'importance du rachat des permis comme solution pour soutenir l'industrie. Claudio Bernacci de l'association a souligné la nécessité de cet investissement pour réduire le nombre de permis. Par ailleurs, Patrice Elleman de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec a fait valoir le besoin des quotas de sébasse supérieure pour rentabiliser les investissements dans cette pêche en raison des différences de prix entre la crevette et le sébaste. Jean Lantaigne de la Fédération acadienne a exprimé des inquiétudes concernant l'obligation pour les pêcheurs de crevettes de se procurer des quotas de sébaste auprès de grandes entreprises, rappelant une époque antérieure de l'industrie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière.